Nous sommes le vendredi 21 février 2020. La campagne électorale a pris fin depuis 0 heure hier et nous attendons de nous transporter dans les bureaux de vote, les 9339 bureaux de vote demain pour voter. Alors, au club de la presse de ce jour, nous n'allons plus parler campagne, mais nous allons partager avec vous les contours et également l'ambiance dans laquelle nous nous préparons à aller aux élections demain. Il y aura aussi quelques questions de proximité et nous allons faire en sorte que vous disposiez de plus de temps aujourd'hui pour nous enrichir de vos commentaires, de vos questions. Mais s'il vous plaît, quand vous allez appeler, nous ne parlons plus de campagne électorale au club de la presse de ce jour. Autour de la table, Jacques Djakouti, qui n'est plus à présenter. Bonjour. Bonjour Gassas, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM. Et également Germain et Sahana Pouli de Togo Réveil. Bonjour. Bonjour Sas et bonjour à toutes les auditrices. Bonjour à tous les auditeurs de Canal FM. Eh bien, nous attendons incessamment un troisième confrère, deux aujourd'hui, éventuellement 3, pour que vous disposiez de plus de temps dans vos commentaires et questions. Que serait le club de la presse si nous ne appuyons pas sur les techniciens Victor Bwekoku, Michel Tomenga et Géraud Dakoucha. Eh bien, c'est parti, cette tradition de démarrer le club de la presse par une pensée du jour. Aujourd'hui, c'est Antoine de Saint-Exupéry qui a écrit que chaque jour, pour l'ouvrier qui commence à bâtir le monde commence. Chaque jour, pour l'ouvrier qui commence à bâtir le monde commence. Signé Antoine de Saint-Exupéry. Eh bien, au club de la presse, le monde commence aujourd'hui parce que nous nous apprêtons à bâtir le monde de Togo par les informations au club de la presse. Malheureusement, lui, il ne sera plus jamais à nos côtés pour bâtir le monde. Lui, c'est plutôt par la technologie. Nous allons continuer à écouter ce morceau et bien d'autres chansons qu'il a faites. Nous pourrons également regarder son image sur la photo, mais lui-même, nous ne le verrons plus jamais devant nous. Nous n'assisterons plus jamais à ses concerts en live. Eh bien, lui, nous l'avons connu sous le nom de Omar Bi. Ses parents l'ont déclaré à l'état civil sous le nom de Ahyangba Omar. Eh bien, la terrible nouvelle est tombée. Omar Bi a été emporté par une crise subite hier et d'après des informations, Omar Bi sera porté en terre courant cette journée. Ce sera au cimetière musulman de Adetikope après la prière qui se fera à la mosquée de Forever. Eh bien voilà, Omar Bi ne sera plus jamais à nos côtés pour continuer à bâtir la maison Togo. Jacques Djakouti. Je voudrais profiter de l'occasion pour présenter les condoléances les plus attristées à la famille. Comme ce que vous venez de dire tout à l'heure, ça, vous savez, dans chaque être humain que nous sommes, il y a un temps pour naître, il y a un temps également pour partir. Mais ce qui fait mal, c'est quand vous partez dans le fleur de l'âge, c'est-à-dire que des jeunes talents comme ça qui s'en vont, je crois que quelque part ça fait quand même mal. Il faut sincèrement que Dieu apaise les cœurs des fans d'Omar Bi, également toute la famille et également les artistes au Togo, que Dieu puisse apaiser leurs cœurs. Et que par rapport à la situation qui s'est passée, c'est tout le Togo qui est en train de pleurer son fils qui est parti. Il est important que nous qui sommes sur cette terre, nous puissions également compatir avec la famille qui est là. Vous l'avez si bien annoncé tout à l'heure. L'enterrement aura lieu au cimetière d'Adetikope après la prière musulmane au niveau de Forever, selon les informations.
Si nous voulons lui rendre hommage, c'est le moment de pouvoir nous déplacer, assister ne serait-ce qu'à cette prière et après l'accompagner effectivement au cimetière d'Etikopé. Une fois encore, les condoléances les plus attristées et que Dieu apaise une fois encore les cœurs de la famille. Je ne sais pas s'il est marié, il était marié, s'il avait des enfants. Que Dieu console effectivement la famille, la veuve et les enfants qu'il aura reçus sur cette terre. Merci. Omar Bi qui s'en est allé, qui a été arraché à notre affection, qui nous laisse orphelins, nous les amoureux de la musique R&B, sa famille biologique, la grande famille de la musique togolaise, et son épouse et ses enfants, s'il en a. Eh bien, Omar Bi s'en est allé et nous avons appris qu'il y a quelques jours, c'est le monde universitaire qui a également perdu une sommité, le professeur Akbere, qui a disparu aussi, qui a été également enterré selon les rites musulmans. La communauté universitaire a rendu les hommages au professeur Akbere hier. Eh bien, Germain, le professeur Akbere est parti, Omar Bi vient de partir. Eh bien, nous qui sommes là, tâchons de faire de l'utile pour la communauté. Oui, tout à fait. Jacques le disait tout à l'heure, nous avons chacun une mission sur Terre. Moi, je le comprends comme ça. Chacun a une durée de vie qui est la sienne. C'est le destin pour le croyant. Je pense aussi pour les musulmans. Et c'est pour cela que généralement ils précipitent les rites et ils s'abstiennent aussi de pleurer leur mort parce que c'est la volonté de Dieu. Mais étant en vie, le plus important, c'est de remplir cette mission-là pour laquelle Dieu nous a envoyés, c'est-à-dire de nous mettre au service de l'humanité, de nos prochains. Et donc, le jour où on partira, que les gens retiennent de nous ce que nous avons laissé. Et c'est aujourd'hui le cas pour le professeur qui est parti. Il a enseigné. C'est le cas pour Omar Bi, qui a offert au Togo la plus belle chanson dans la culture urbaine en si peu de temps. Et donc je pense que c'est ce que nous qui sommes les survivants allons retenir du passage sur terre de ces deux personnalités-là. Merci, nous qui sommes encore là, je ne sais pas pour combien de temps, est-ce que Dieu nous accorde juste le temps de cette émission, ou bien le mois de février, toute l'année 2020, ou bien jusqu'à ce que nous devenions vieux et vieilles. Tâchions de faire toujours du bien et de l'utile de chaque moment que Dieu nous octroie par sa divine miséricorde. Thierry Afanouke, bonjour. Bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous. Merci. Avant le grand chapitre de l'ambiance préélectorale ou bien électorale, quelques dépêches de proximité, ces dépêches qui portent un peu sur le monde de l'emploi. Nous avons lu ce matin qu'une agence, dans un média numérique, qu'une agence offre de l'emploi pour les jeunes Togolais, jeunes filles, jeunes garçons qui veulent travailler comme agents de sécurité. Eh bien, des offres d'emploi qui s'offrent dans la zone du port, dans la zone Baguida ou bien à Tiégou. Cette offre qui s'adresse aux jeunes garçons, jeunes filles de 20 à 35 ans. Voilà, si vous voulez travailler comme agent de sécurité dans la zone du port de Lomé, dans la zone Baguida, à Tiégou, et que vous avez entre 20 et 30 ans, filles ou garçons, et si vous voulez en savoir davantage, le 90 82 82 68. 90 82 82 68. Ça, c'est pour offre d'emploi. Ensuite, le journal Alternative qui nous parle des ex-employés de Togocom, ces employés de Togocom qui ont été licenciés et qui sont un peu, qui portent leurs réclamations vis-à-vis de la nouvelle direction. À l'Alternative qui écrit Togocom, les employés licenciés et la nouvelle direction de Togocom à couteau tiré. Et l'Alternative écrit que Sina Lawson, la ministre en charge de l'économie numérique et du secteur des télécoms, souffle sur des braises. Autre information de proximité, c'est Liberté qui nous transporte dans les nouvelles mairies. Le chemin de croix des nouveaux maires installés. Et Liberté nous parle de monsieur Victor Djokpesi. C'est le maire de l'une des communes du Bas-Mono qui dit
j'effectue toutes les dépenses sur mes propres fonds. Voilà un maire qui fait tourner sa commune, qui paie ses employés sur ses propres fonds parce que les nouvelles mairies ne disposent pas encore de fonds de fonctionnement. Thierry Afankoué, entre cette offre d'emploi pour les jeunes gens qui veulent travailler comme agents de sécurité, les employés licenciés de Togocom qui en veulent à leur nouvelle direction et à leur ministre, et ce maire ou bien ces nouveaux maires qui n'ont pas encore d'argent pour faire tourner leur commune. Oui, mais vous permettez que je place un mot par rapport au décès d'Omar By. Je crois que le Togo pleure aujourd'hui le décès d'un grand artiste. Omar By s'est beaucoup plus révélé à partir de 2009. Actuellement, il a un album à son actif qui n'a pas eu malheureusement le temps de faire la promotion. Nous souhaitons que la terre lui soit légère et que Dieu l'accepte dans son repos éternel. Alors, par rapport à l'emploi, je crois que c'est une bonne chose et aujourd'hui, beaucoup de jeunes attendent toujours des emplois pour travailler et cela a été également au cœur des différents programmes de campagne des candidats en liste pour la présidentielle, mais nous voulons que les emplois offerts soient des emplois décents. Parce que dans le monde de gardiennage, c'est vrai, il y a de l'emploi, seulement que lorsque les jeunes s'engagent dans cette aventure-là, elle se révèle infructueuse parce que les promoteurs de ces maisons de gardiennage ne traitent pas bien leurs employés. J'espère que ce n'est pas le cas de cette maison-là qui lance cette offre-là. Concernant Togo Télécom, je crois que la privatisation de cette entreprise et le licenciement des agents a été, surtout le licenciement a été mal géré puisque il y a des choses sur lesquels se sont entendus et l'employeur et l'employé. Malheureusement, les gens ont quitté leur poste et l'employeur rechigne d'honorer ses engagements et c'est déplorable. Des fois même, les gens sont menacés, comme c'est courant dans notre pays, et il est de bon temps que la ministre Sina Lawson puisse revoir la copie pour mettre à l'aise ces licenciés-là, parce que comme eux-mêmes ils ont eu à le dire, c'est des départs volontaires. On a assisté même au fait que certains responsables du syndicat des agents de Togo Télécom ont été complètement radiés. Ont été complètement radiés parce que tout simplement ils portaient la revendication des autres. Donc nous ne voulons plus de ces choses-là dans notre Togo nouveau que nous voulons bâtir. À ce niveau, l'alternative écrit que ces travailleurs licenciés de Togocom réclament jusqu'à 3 milliards de francs CFA comme droits et indemnités. Voilà, Jacques, je ne sais pas si vous voulez passer un mot sur l'autre sujet. Oui, justement, par rapport à Togo Télécom. Togocom, bon, c'est le père ou le fils, donc il n'y a pas de problème. Donc, je crois que ce qui est important de faire aujourd'hui, comme le confrère le soulignait tout à l'heure, il est important que Madame Sina Lawson puisse prendre ce dossier-là à cœur, parce que la situation aujourd'hui de ces agents-là est un peu déplorable. C'est vrai qu'il y a certains qui sont partis d'une façon... il n'y a pas eu de contraintes, les gens sont partis, mais d'autres aspects également aujourd'hui, c'est que certains sont sur la liste d'être licenciés. Et si vous savez aujourd'hui perdre votre emploi au Togo, ce que cela constitue, d'abord pour vous-même, pour la famille et pour le wagon que vous tirez en tant qu'une personne qui travaille au sein de cette famille. Donc il est important aujourd'hui que la ministre puisse rencontrer rapidement, ne serait-ce que ce syndicat-là, essayer de voir ce qu'il faut faire.
Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, les Malgaches qui sont aujourd'hui dans ce gouvernail, qui tiennent le volant, vous diront demain que non, eux ils sont venus, ils n'ont pas hérité de ce dossier, et ils vous diront que les compatriotes n'ont qu'à aller ailleurs. Donc, et c'est là que les problèmes vont commencer par naître. Il est important aujourd'hui, du moment où pour le moment, le ministre Lanson Sina Lanson est sur place, parce que pour le moment, il n'y a pas eu un remaniement pour qu'on dise qu'elle est partie. Donc, il est important que dès qu'elle est là, pour le moment, qu'elle puisse ne serait-ce que voir ce problème-là. D'autant plus que c'est Madame Sina Lanson qui a été la maîtresse de pilotage de la privatisation, que le problème soit réglé à la satisfaction des droits sociaux de ces travailleurs licenciés. Germain, juste un petit mot sur un peu la mésaventure du maire du Bas-Mono, qui est obligé de sortir l'argent de sa poche pour faire tourner sa commune, mais il n'est sûrement pas le seul. On peut rencontrer ce cas-là un peu partout dans le pays. Oui, bon, même pas dans le pays, même aux États-Unis. Restons au Togo. Non, je donne comme un exemple. Il y a un candidat à la présidentielle aux Michael Bloomberg, qui a été pendant longtemps le maire de New York, qui payait les 8000 employés de la mairie de New York parfois de sa poche. Donc, ce n'est pas exclu. Il est multimilliardaire. Il serait même plus riche. Peut-être que Bloomberg le faisait volontairement, alors qu'ici, nos nouveaux maires sont obligés, parce que l'État ne leur a pas encore mis à disposition la dotation. Dans un pays où il y a la démocratie, le développement. Maintenant, un maire qui le fait, je ne sais pas s'il fait un prêt à la mairie, et quand l'argent viendra, il se rembourse, ou c'est un cadeau qu'il fait à la mairie. Bon, si c'est un cadeau, alors ça veut dire qu'il considère vraiment sa commune comme sa famille, et donc il met les moyens pour que ça puisse tourner un peu, que l'en féliciter. Mais en même temps, il y a un nouveau budget qui a été voté et qui prend en compte donc les charges de mairie. On espère que la dotation que l'État offre donc à ces maires-là permettra de couvrir un peu. Mais il faut revenir pour dire que c'est les citoyens qui vont faire l'essentiel de la mobilisation des ressources financières pour les élus. Il y a des taxes qui doivent venir. Peut-être les maires n'ont pas encore le courage d'imposer ces taxes-là parce que les citoyens vont crier. Mais la décentralisation, en réalité, ne fonctionne que comme ça. L'État donnera un peu, et dans tous les pays, l'État diminue de plus en plus sa dotation aux communes parce que l'État même a des charges qui n'arrivent même pas à gérer. Donc, il faut que les maires soient capables de mobiliser à leur niveau, et c'est ce travail-là qu'ils devraient faire. Et il faut beaucoup communiquer, que les citoyens comprennent, surtout ceux qui sont installés dans le ressort territorial de ces communes-là, qui exercent des activités qui rapportent un peu et qu'ils doivent contribuer au développement de la commune. Ça va être difficile, mais c'est un début, et on peut déjà tirer chapeau à ce maire-là et espérer qu'il tienne un peu jusqu'à ce que les fonds soient totalement Merci disponibles. beaucoup. Et Thierry a quand même parlé aussi de cette agence qui veut recruter des agents de sécurité. La préoccupation de Thierry est en partie vérifiée. C'est pourquoi nous demandons aux candidats éventuellement qui veut travailler comme agent de sécurité dans la zone du port de Baguida ou bien d'Atiégou, de bien chercher à savoir les conditions qui leur seront offertes. Et pour cela, ils peuvent toujours joindre le 90 82 82 68. Nous donnons l'information, mais il faudra que eux-mêmes s'assurent des conditions qui leur sont proposées avant de voir s'ils acceptent ou non cette offre d'emploi. Maintenant, nous en venons à cette période un peu bizarre aujourd'hui. La campagne électorale a pris fin depuis hier à minuit, et nous attendons demain pour aller aux urnes. Et selon la réglementation que nous a beaucoup rappelé la HAC, les médias devraient observer aujourd'hui un silence sur la campagne électorale. Mais c'est pourquoi je vous prie que nos débats tiennent sur les conditions dans lesquelles nous allons voter demain. Même si Actu Express rappelle que la campagne vient de finir, cette campagne que sur ce journal Actu Express dit trouver terne, fade et morose. Dans le même temps, Actu Express s'inspirant d'une dernière conférence de presse de la CENI, nous dit que la CENI se dit vraiment prête
a joué convenablement sa partition jusqu'à la fin de ce processus électoral. Même chose que nous écrit Chronique de la Semaine, qui écrit aussi, qui cite même le président Tchambakou Ayassor. La CENI est prête pour administrer le scrutin et a publié les résultats tels que sortis des urnes. Voilà une des citations du sieur Tchambakou Ayassor au cours de sa conférence de presse. Alors, jour du scrutin demain, et Liberté trouve un scrutin du 22 février, l'inconnu est le grand défi. Canal D écrivait déjà hier qui est ce candidat-là qui pourra récupérer les voix des abstentionnistes et les indécis qui peuvent se révéler les probables faiseurs de roi. Canal, le canard indépendant, lui plutôt se demande à qui profiteront les éventuelles abstentions. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la période entre la fin de la campagne et le jour du scrutin. Demain, on s'en tient à ce que la CENI nous a dit, qu'elle est prête pour l'organisation des élections et également que les résultats seront tels que les bulletins auront été mis dans les urnes. Mais à ce niveau, il y a quand même une petite polémique. Il y a le CAR, Comité d'action pour le renouveau, qui a sorti le 19 février dernier un communiqué où le CAR dit avoir appris que des individus à la solde de certains partis politiques au dessein obscur ont désigné des délégués pour siéger en son nom dans les bureaux de vote. Le CAR rappelle qu'il a demandé à son représentant à la CENI de démissionner, et même si le monsieur est en place, le CAR dit n'avoir envoyé le nom de personne pour siéger en son nom dans les CELI et dans les bureaux de vote. Et le CAR dit élever une vive protestation à l'endroit des partis politiques qui se livrent à cette manœuvre. Et le CAR demande à la CENI de prendre ses responsabilités. Voilà, Jacques Jacouti, l'ambiance dans laquelle nous apprêtons à aller voter demain. Merci, Sass. Je vois combien de fois tu te peines pour nous mettre dans l'enclos comme si nous étions les enfants de cours primaire. Bon, on te comprend, c'est normal. Je crois que vous voulez respecter effectivement les consignes données par la HAC. Vous ne voulez pas avoir une sanction sur votre tête, mais bon, souffrez que n'allons pas quand même vous décevoir par rapport à cela. C'est vrai, vous savez, vous avez dit ne pas faire cas de la campagne, mais quand même, ce que nous avons vu et constaté au cours de cette campagne, il faut reconnaître que ça a été quand même une campagne un peu civilisée par rapport à ce que personnellement j'ai constaté et j'ai vu par rapport à cette campagne. C'est quand j'allais au nord où j'ai vu un véhicule entre-temps du MPDD qui est tombé en panne, ou les partisans de UNIR qui passaient, qui ont dû traquer la voiture jusqu'à Kara. Vraiment, c'était beau, c'était bon à voir. On s'est dit, mais entre Togolais, nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Donc, je crois que avec cette grâce de Dieu que nous avons eue au cours de cette campagne, nous espérons que demain sera l'achèvement effectivement de cette campagne. Et par rapport au communiqué du CAR dont vous venez de faire cas actuellement, il faut reconnaître que le représentant du CAR au niveau de la CENI n'est pas parti. Il est toujours là. Malgré les injonctions données par son parti, il est resté. Et il faut que le CAR souffre à ce que, si on arrive à solliciter les membres ou soit les sympathisants du CAR par rapport à certains bureaux de vote, je ne vois pas pourquoi le CAR est irrité du moment où leur représentant est au niveau de la CENI. Donc, je crois que il faut laisser les gens faire ce qu'ils peuvent faire par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre. Le CAR n'est pas candidat à cette élection. Mais si le CAR a par exemple les bras valides
et que les autres partis pensent qu'ils peuvent... C'est justement à ce niveau-là que le CAR dit qu'en réponse à une correspondance de la CENI, il a dit qu'il ne s'inscrit pas dans le scrutin, dans ce scrutin électoral, et qui n'a envoyé personne siéger dans les CELI et dans les bureaux de vote en son nom. Non, je ne dis pas qu'il a envoyé quelqu'un siéger en son nom. Mais si, vous savez, dans des localités, on reconnaît par exemple la compétence d'un membre du CAR dans une localité, souffre à ce qu'un parti puisse faire la cour, par exemple, à ce monsieur, pour aller superviser ces élections. Je ne vois pas en quoi cela peut entacher le CAR. Donc je crois que il est important que cette polémique-là, on puisse l'enterrer complètement et qu'on fixe effectivement le regard sur la journée de demain. C'est ce qui est important. Merci. Vous savez, il faut laisser les détails. Les détails, c'est pour le diable. Nous ne sommes pas là pour le diable, mais nous sommes là pour la victoire au fait, pour chaque candidat et chaque Togolais qui vont sortir demain par rapport à ce scrutin-là. Merci. Donc, veillée d'armes pour le scrutin demain. Le Canard indépendant écrit ici à la page 4 que les Togolais espèrent le meilleur, mais se préparent au pire. C'est vrai, Thierry, c'est pas vous qui avez écrit cet article-là. Alors, comment vous-même vous êtes disposé ce matin? Est-ce que vous attendez le meilleur pour l'élection demain, ou bien vous attendez éventuellement à du pire? On retient nos souffles parce que on sait comment ça se passe au Togo quand il s'agit des élections présidentielles. C'est vrai que depuis quelques années, il y a plus trop de violence, mais avec les élections présidentielles au Togo, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, par rapport au déroulement de la campagne, je crois qu'il faut saluer le calme et la paix qui a régné tout au long de ces 2 jours de campagne. 2 semaines. 2 semaines plutôt de campagne. On a vu que les 7 candidats en lice ont pris au sérieux la chose, puisque en tout cas certains se sont beaucoup plus démarqués. Ils ont sillonné les coins et recoins du Togo, même si on aurait souhaité les voir à l'extérieur, puisque le nombre de votants à l'extérieur n'est pas aussi important que ça. Ils se sont concentrés en tout cas sur les grandes villes de notre pays. Ils sont passés un à un présenter leur programme aux Togolais, et je crois que demain les Togolais seront appelés à faire le choix qu'il faut pour les 5 prochaines années. Par rapport à ce que le président Diakouti venait de dire, je crois que c'est effectivement c'est ce qui s'est passé, et les caravanes se dépassaient sans qu'il y ait pas de problème. On a vu hier à Lomé beaucoup de choses, et heureusement que tout s'est bien passé. On espère que la même atmosphère sera maintenue demain et après-demain pour que le Togo puisse véritablement gagner. Concernant ce qui se passe actuellement à la CENI, à mon humble avis, c'est la CENI qui entretient le flot. Pourquoi je le dis? Puisque déjà, le CAR a déjà saisi la CENI comme quoi il n'est plus participant des activités de la CENI. Donc, on ne comprend pas pourquoi la CENI envoie encore une correspondance, saisit le CAR par une correspondance pour déployer des représentants dans les bureaux de vote. Non, vous comprenez que on aurait pu éviter cela si la CENI officiellement ne saisit encore le cas sur la question. Il revient maintenant à Maître Agboyubo de maîtriser ses lieutenants pour que on puisse éviter tout ce à quoi on assiste actuellement. Cependant, comme le président l'a dit, ça pourrait profiter à un camp qui forcément les ressources humaines, voilà, du cas pourrait, dans ce cas en leur propre nom, voilà, pourrait profiter à un camp qui forcément n'aura pas les ressources humaines nécessaires à déployer sur l'ensemble des 9000 et quelques 9339 voilà, bureaux de vote. Merci. Eh bien, demain ce sera le jour du scrutin. Et Togo Matin écrit, parlant de l'observation électorale, que le Togo n'organise pas une élection en vase clos. Autre journal, c'est l'Union pour la Patrie.
qui écrit, lui, que cette élection se fait sous observation, notamment internationale. 165 observateurs internationaux qui viennent des organisations internationales. 101 viennent des missions diplomatiques accréditées au Togo. 14 observateurs proviennent du ministère des Affaires étrangères du Nigeria. Autre journal qui se fait encore pointilleux, c'est le changement qui nous donne tous ces détails. À savoir que les observateurs internationaux viennent du Conseil de l'Entente, de la CEDEAO, de l'Union africaine, de la CENSAT, des Nations Unies, des ambassades des États-Unis d'Amérique, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, de Corée du Sud et d'Angola, tout comme la France, également de l'Union européenne et également du groupe africain des ambassadeurs. Au total, 289 observateurs qui nous viennent de l'étranger. Liberté à la page 4 trouve qu'au rang de ces observateurs internationaux se trouve le sieur Barnabé Kikaya de la francophonie, que Liberté présente comme un Congolais très proche du trio Fort Bawara Kabila à la tête donc de la mission de l'OIF. Germain, cela pose le problème de l'impartialité que nous attendons de tous les observateurs, aussi bien nationaux qu'internationaux. Lorsqu'il a reçu dernièrement, le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, a encore eu à se prononcer sur l'impartialité, la neutralité dont devront faire preuve tous les observateurs, qu'ils soient du terroir ou bien qu'ils viennent de l'étranger. Oui, tout à fait, c'est la première qualité de quelqu'un qui vient observer. Il n'est pas acteur, il n'est pas partisan, donc il doit être neutre et observer ce qui se passe. Et donc, c'était important de le rappeler. Et si vous constatez ici, l'observation est libre, il suffit d'en faire une demande. Et quand l'accréditation, quand vous êtes accepté, donc vous êtes accrédité, on vous donne. Donc, on vous facilite le travail sur le terrain. Même si on vous accrédite aujourd'hui et quand vous retirez l'accréditation de demain, on va y venir. Parce que justement, voilà. Donc, c'est une bonne chose. Et les observateurs, pendant longtemps, dans nos pays africains, qui sont des apprentis en démocratie, ont été un peu l'une des sources de crédibilité des processus. Quand on finit, on dit que les observateurs, après, ils font leurs rapports, différents rapports, on dit, bon, voilà, c'est crédible. Au début des années 90, c'était beaucoup plus l'Union européenne, donc qui finançait généralement les élections et qui observait. Depuis quelques années, le Togo a pris sur lui de financer lui-même ses élections, mais permet toujours aux observateurs qui le souhaitent donc de venir voir et constater ce qui est en train d'être fait, et ce qui fait aussi que le Togo est un peu plus respecté, parce que vous prenez en charge vos élections, vous n'attendez pas comme certains grands pays qui ont des ressources beaucoup plus importantes, qui attendent de l'Union européenne et autres de financer leurs élections. Donc on souhaite que ces observateurs qui sont là fassent leur travail, et qu'à la fin, ils nous donnent leur avis et que ça puisse conforter notre processus démocratique. Alors, Jacques Zakouti, quand Robert Doucet recevait les observateurs étrangers, il a évoqué, enfin, il a quand même dit que le gouvernement a refusé certaines demandes qui sont venues de l'étranger parce que, par le passé, il s'est avéré que c'était plutôt des escrocs qui étaient là parce qu'à leur départ, ils laissaient leurs notes, leurs frais d'hôtel à la charge du gouvernement togolais. Donc, selon Robert Doucet, l'État togolais a dû bien voir qui est observateur et qui ne l'est pas. Non, sur ce côté, il a raison, parce que j'ai même payé la facture d'un. Vous-même? Oui, moi-même, personnellement. C'est vous qui l'avez fait venir? Non, pas du tout. C'est un ami qui m'a appelé de l'aider dans ce sens, parce que il était resté à l'hôtel. Pour partir, même c'était difficile. J'étais obligé de lui payer même un autre billet pour qu'il puisse repartir. Donc c'est pour vous dire que sur ce côté, le ministre il a raison. Il a raison parce que vous savez, des fois il y a certains qui viennent
sous la coupole même des marabouts aussi. Oui, il y a certains qui viennent, ils disent sont marabouts, on les a invités pour certains rites, mais alors que c'est faux, personne les a invités. Ça sûrement ce sont les candidats et ils vont s'en prendre à eux-mêmes. Non, vous savez, aujourd'hui nous vivons dans un monde un peu bizarre. Il y en a qui sont là, qui guettent ne serait-ce que lorsqu'il y a des manifestations dans certains pays. Oui. Ils achètent le billet, ils se pointent, ils viennent, et après, quand ça ne marche pas, c'est là qu'ils commencent par pleurnicher. C'est pour vous dire que ce n'est pas seulement au Togo, ça se passe un peu partout. Lorsqu'il y a des élections ou bien des manifestations, vous allez voir des gens qui débarquent comme ça, on ne les invite pas, mais ils viennent. Ils se disent que bon, peut-être qu'avec leur maraboutage, ça va passer et ça va payer après. Lorsque ça ne paie pas, c'est là qu'il y a effectivement des problèmes et c'est là qu'on dérange les gens. Pour ce cas-là, le ministre des Affaires étrangères a raison. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai payé pour un monsieur comme ça. Et il était resté à Lomé ici pendant presque un mois. Il poireautait, il avait des problèmes et l'hôtel voulait même carrément le mettre en prison. Mais heureusement, grâce à un ministre que j'ai dû contacter, le ministre a dû accepter qu'on le mette pas au nouf, mais qu'on cherche les moyens qu'on puisse payer pour qu'il puisse partir. Donc je crois que pour ça, il y a ces gens aussi qui sont là, qui opèrent dans l'ombre et qui attendent également le bon samaritain. Quand le bon samaritain ne vient pas, c'est des problèmes après qui naissent comme ça. Eh bien, voilà pour l'observation internationale. Venons-en maintenant au plan national et le changement écrit à la page 4. La concertation nationale de la société civile, CNSC Togo, rayée de la liste des observateurs du scrutin présidentiel. De quoi Tchambakou Ayassor a-t-il peur? Et autre journal, c'est Arakiri qui nous donne les raisons pour lesquelles Tchambakou Ayassor a retiré l'accréditation à la CNSC. Thierry Afankwe, voilà un sujet à polémique. Cette organisation, la CNSC, qu'on connaît bien et qui observe les élections au Togo depuis 2007, s'est vue accréditée et puis patatras, la CENI lui a retiré son accréditation parce que justement Tchambakou Ayassor dit avoir trouvé que la CNSC s'apprêterait à mener une activité d'ingérence dans le processus électoral à des fins ignorées, ce que la CENI a trouvé bien contraire à l'objectif pour lequel la CNSC a été accréditée. Mais le débat continue toujours. Oui, il faut dire que je ne maîtrise pas trop le cahier des charges des missions d'observation au Togo, mais je me dis où est le problème si une organisation qui va s'occuper de l'observation de l'élection en question prend des dispositions pour compiler les résultats. Là est la grande interrogation parce que le scrutin de demain, nous le souhaitons tous transparent et la transparence consiste également à ce que les vrais résultats des urnes soient proclamés le jour J, le jour de la proclamation des résultats. Le président de la CENI s'y a encore engagé au cours de la conférence de ses prédécesseurs également se sont engagés là-dessus, mais la suite on le connaît. Et je ne comprends pas parce que sur la question même, il y a un candidat qui est revenu également sur cela au cours de son meeting hier et je ne sais pas ce qui se passe. Quand on sait que aucun organe, à part la CENI et la Cour constitutionnelle, n'est habilité à proclamer et les résultats provisoires et ceux définitifs, je ne vois pas pourquoi on doit empêcher les citoyens qui œuvrent à mettre un dispositif en place pour compiler les résultats. On a vu aussi ce qui s'est passé dans ce pays en 2010, à l'époque de l'UFC, au César, quand on avait mis un dispositif en place pour la compilation des résultats. Tout ce que nous voulons, c'est que on puisse avoir la vérité des urnes. Si, pour une fois, la CENI va rassurer les Togolais sur la vérité des urnes en proclamant les vrais résultats, je crois que on serait gagnant. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a un candidat qui l'a dit que nous sommes en train d'améliorer
au fur et à mesure que nous avançons notre processus électoral, et il n'y a jamais eu de processus électoral parfait, mais qu'on donne la possibilité aux uns et aux autres de compiler les résultats. Quand on sait que entre les CELI et la CENI, il arrive souvent qu'on puisse modifier les PV des résultats. Eh bien, la polémique demeure, et ce que nous, la CENI qui dit que la CNC s'apprêterait à s'ingérer dans le processus électoral, c'est ce que la CENI dit. Or, nous, comme journalistes, nous avons cherché, nous avons trouvé que la CNC s'est associée au National Democratic Institute, le NDI américain, qui devait appuyer la CNC par du matériel et par des ressources humaines, lesquels matériels, les ordinateurs, ont été saisis à l'aéroport, et le personnel du NDI arrivé au Togo a été fermement prié de retourner chez eux. Alors suite à ça, Liberté publie aujourd'hui la réaction du NDI. Le NDI qui se dit profondément troublé par les mesures prises par le pouvoir du Togo. Le communiqué dit que le National Democratic Institute NDI est très préoccupé par l'expulsion du Togo de 3 de ses employés. Ces employés, selon le NDI, se trouvaient au Togo dans le cadre d'une mission d'assistance technique à une coalition de la société civile non partisane. Et le communiqué continue que les activités de ces employés se menaient en toute transparence et en conformité avec les lois du pays. Voilà la réaction du NDI, et qui amène sûrement le confrère l'alternative a écrit présidentielle 2020, mission d'observation électorale, peur bleue au RPT uni. Germain Pouli? Moi, je pense que quand on veut observer une élection, il faut en faire la demande. Et puis on est accrédité. Aujourd'hui, la CNC a demandé, elle a été accréditée. Mais il n'y a pas de raison de faire venir d'autres personnes d'un autre pays pour une autre activité. Si la NDI voulait observer, qu'elle demande l'accréditation avec tout le matériel qu'elle veut amener. Si l'État accepte, elle vient. Donc, quand elle dit qu'elle le fait conformément aux lois du pays, non, je crois qu'elle ne connaît pas les lois du pays. Et puis, vous savez, on parlait d'observation tout à l'heure. Vous allez aux États-Unis, ils font leurs élections, je ne sais pas combien de pays africains sont invités à l'observer, ne serait-ce que pour apprendre et venir faire ça ici. Donc, je pense qu'il faut quand même commencer par respecter le pays. On ne va pas débarquer dans un pays comme ça, avec du matériel soi-disant, venir faire la compilation des résultats et dire qu'on non. Je pense que la CENI a pris une bonne décision. Si on ne voulait pas qu'il y ait observation, on n'aurait pas délivré les accréditations, mais c'est parce qu'il y a une intrusion. Il y a eu, je peux dire que c'est une manœuvre pour finalement permettre à la NDI de venir opérer sous le couvert d'une association de la société civile qui a demandé simplement à observer. Et donc, je pense que c'est des dispositions qu'une institution qui a à cœur le bon déroulement du processus doit prendre pour qu'il n'y ait pas de problèmes après. Les institutions qui sont engagées dans l'organisation, dans la compilation et la proclamation des résultats sont connues. Et puis tous les candidats ont leur propre dispositif pour avoir les résultats. On parle comme si les gens vont se fier uniquement aux résultats donnés à la CENI. Non, chaque candidat est supposé avoir des représentants. En tout cas, il y a un candidat, Agbemi Kodjo, qui l'a dit qu'il dispose d'une logistique pour recueillir les procès verbaux de chaque bureau de vote pour sa compilation, centralisation à son niveau. Oui, mais c'est jouable. Même il y a une année où on envoyait même les résultats par SMS. Aujourd'hui, avec le WhatsApp, vous pouvez, si vous êtes représentant, vous avez accès au procès verbal, vous pouvez même le photographier et l'envoyer à votre base et vous compilez au bout de quelques heures. À condition que la connexion Internet marche. Bon, même si ça marche pas, on peut téléphoner, communiquer le chiffre de toute façon. Mais ce qui est sûr, mais en 2010, le CAR avait ses résultats quelques heures seulement après le vote. Le CAR était si bien représenté
sur le territoire qu'il avait ses résultats. Donc quand on contestait le CAR, avait les résultats. Mais tous les partis ont leurs résultats, sauf qu'ils font semblant. En réalité, un parti qui veut être, quelqu'un qui veut être président doit avoir des représentants partout. Et ceux-ci doivent pouvoir, juste après la fermeture des bureaux de vote et de dépouillement, lui dire ce qu'il a obtenu dans chaque bureau de vote. Il peut calculer avec une calculatrice normale. On peut avoir une idée de ce qu'on a recueilli. Merci. Eh bien, cette un peu mésaventure de la CNSC suscite des réactions. Il y a le Front citoyen Togo Debout qui a réagi et qui condamne le fait que la CENI retire l'accréditation à la CNSC. On vient d'avoir la réaction du NDI, le partenaire de la CNSC. Et cette affaire s'est retrouvée même hier. Bon, c'est pas tellement à propos de campagne parce que Faure Gnassingbé, il est candidat, mais il est surtout président de la République. Et à l'apothéose de sa campagne hier à Kara, Faure Gnassingbé s'est dit indigné, et comme l'écrit le Canard indépendant, Faure Gnassingbé fustige ce qu'il a appelé les pressions extérieures. Jacques Diakouty, c'est une allure qui prend, enfin c'est une affaire qui prend plutôt les allures d'une crise politique. Si le chef de l'État intervient dans ce débat, ça veut dire que l'affaire est vraiment prise au sérieux au très haut niveau. Je crois d'une crise même peut-être diplomatique. Parce que, oui, peut-être une crise diplomatique, parce que j'ai suivi un peu les déclarations du président de la République concernant cette question, et j'ai suivi également un sage du Parti UNIR par rapport toujours sur cette question. J'ai compris par l'analyse que vous avez eu à faire, c'est une très bonne analyse parlant du NDI sur le processus et surtout le soutien que le NDI devait apporter à cette organisation de la société civile. Je crois que c'est par rapport à ces paramètres-là qui ont fait que la CENI a dû retirer le quitus qu'il avait donné à cette organisation-là. Parlant également, parce que on a entendu qu'ils ont amené des ordinateurs qui ont été retirés à l'aéroport. Et il y avait également même les appareils, c'est-à-dire les portables qui ont été distribués à certains qu'ils avaient déjà formés pour ne serait-ce que faire remonter les résultats vers la base. Donc je crois que vu tout ça là, vu également les déclarations et du chef de l'État et également du sage du parti dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai dû comprendre que il y avait une crise diplomatique qui était en train de voir le jour par rapport à cette élection. Donc, il fallait rapidement éteindre le feu par rapport à cette situation. Mais je crois que cette coalition des OSC que nous avons connue dans le temps, avec M. Amenyi Go, je crois, non, qui avait géré entre-temps cette coalition par rapport à ces élections. Paul Ahmed Banko, qui était le directeur exécutif de la CNSC. Voilà. Je crois qu'ils avaient eu le temps quand même de superviser ces élections. Il n'y avait pas eu ces couacs par rapport à cette année. Donc je crois que le vrai problème, c'est le fait que le NDI a dû s'impliquer pour le financement et également le mettre à la disposition le matériel qui devait servir à superviser ces élections. Merci, mais il faut rappeler que la CNSC travaille quand même de longue date avec le NDI, également avec la fondation Konrad Adenauer, même avec l'Institut Gorée par le passé. Voilà. Et c'est la CNSC qui a proposé Monsieur Urobo Sichakondo, qui est à la CENI et qui officie comme rapporteur même de la CENI. On peut dire que la CNSC est un copain de longue date de la CENI chez nous ici. Oui, tout à fait. C'est sur ça d'ailleurs que je voulais revenir, parce que déjà en 2015, la CNSC a été financée par Institut Gorée pour le même exercice. Alors pourquoi en 2015 ça n'a pas posé problème
et que cette fois-ci, la CNSC a changé de partenaire et c'est le NDA. Le NDI. Il faut parler anglais. et que ça pose problème. Donc, je ne comprends pas. Parce que, en plus de la mission d'observation de cette année, en 2015, la CNC a formé également les médias ou les journalistes pour le monitoring de l'élection. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui fait courir les uns et les autres au point où on puisse bloquer et les matériels et demander aux experts mis à la disposition de cette coordination-là de rentrer chez eux, alors qu'en 2015, les mêmes dispositifs, les mêmes experts avaient accompagné la CNC pour le même exercice. Merci encore une fois. Les propos que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a tenu hier à Kara, c'était quand même assez dur. Quand il dit, nous n'avons pas besoin d'un tuteur pour nous diviser, pour nous dire quoi faire sur le processus électoral. Je ne l'accepterai pas. Je le dis parce que ces derniers temps, cela n'a pas toujours été le cas. Déjà, il ne parle pas beaucoup. Alors, quand il sort... il est allé loin en mettant même en garde que si jamais il y a des problèmes chez nous, ça va affecter toute la sous-région. Donc, je ne sais pas trop les informations dont il dispose et il a fait cette sortie-là, puisque au fur et à mesure qu'on avançait dans la campagne, on s'est vu que la tension montait un peu jusqu'à ce que hier, il déclarait ce que vous... De toute façon, comme on l'a dit, cela prend... toute l'allure d'une crise diplomatique. Nous, on met trop de suspension là et on termine avec la CENI. La CENI elle-même, qui par un communiqué le mercredi, informait qu'elle annulait le mécanisme sincère par lequel les membres des bureaux de vote formés devraient, par cette technologie sincère, convoyer très rapidement les données à la CENI. Et hier au club de la presse ici, nous reprochons le fait que la CENI n'a pas motivé pourquoi elle a retiré le mécanisme sincère. Et comme si elle nous a écouté, la CENI a sorti un communiqué hier au terme duquel on comprend, enfin je vous présente quelques extraits de ce communiqué. Le président de la CENI porte à la connaissance du public que dans le cadre de l'élection présidentielle 2020, un système de sécurisation électronique des résultats de vote appelé sincère a été déployé afin d'obtenir des images ou vues des résultats à la fin de chaque traitement dans les bureaux de vote et dans les CELI en attendant l'acheminement des procès verbaux à la CENI. Cependant, des informations concordantes font état d'un risque très élevé de piratage du système installé et la CENI a décidé l'annulation du dispositif sincère de sécurisation électronique des résultats de vote. Jacques, hier, parlant de cela, nous avions dit que la CENI souffrait d'une fébrilité. Aujourd'hui, on peut dire que c'est carrément une nervosité qui doit faire rage un peu à la CENI. Non, je crois, vous savez, à l'approche toujours de ces élections partout dans le monde, il y a toujours la tension. Il y a toujours cette tension-là. C'est vrai que quand j'ai suivi un peu la première sortie de la CENI et la seconde sortie et l'annulation également du quitus de cette coalition des OCS par rapport à cette supervision, on s'était dit mais qu'est-ce qui se passe au sein de la CENI? Pourquoi la CENI flotte par rapport à la prise de décision? Mais finalement on a compris que peut-être qu'ils ont eu des informations que nous, on n'en disposait pas par rapport à cette supervision et surtout la collecte des informations par ce groupe sincère qui devait compiler les résultats et devoir les remonter. Et finalement, avec également la venue du NDI, avec... la venue avortée. Avortée du
Ndiaye, avec le matériel saisi au niveau de l'aéroport, on a compris que certainement, peut-être que la CENI était en train de perdre un peu la main. Par rapport à la compilation de ces résultats et le fait de remonter ces résultats-là vers effectivement la CENI. C'est ce que moi j'ai dû comprendre quand j'ai eu à faire l'analyse de ces sorties, surtout des communiqués que la CENI a eu à sortir dans la journée, je crois que c'était le mardi et le jeudi par rapport à cette situation. Mais tout compte fait, ce qui est important pour chacun d'entre nous, comme Germain le disait tout à l'heure, chaque base a, ne serait-ce que peut-être une compilation à son niveau, des résultats qui feront remonter, même s'il y a eu des couacs au niveau de la CENI par rapport à la centralisation de ces résultats. Chaque parti politique aura, ne serait-ce que sa base de données, qu'ils pourront maîtriser au soir, effectivement, du dimanche, pour pouvoir effectivement donner les résultats que chaque parti dispose, en attendant que la CENI ne donne effectivement les résultats. Donc cette technologie dont la CENI craint qu'elle ne soit piratée est annulée, et la CENI s'en tient donc aux procès-verbaux papier qu'elle s'engage à faire remonter avec la façon la plus fiable depuis les bureaux de vote jusqu'à son siège CENI à Lomé, passant par les CELI dans la préfecture. Germain, pour dire que à la CENI, on dit que en annonçant le dispositif sincère, on ne viole en rien le code électoral qui ne dispose que de compter sur les procès-verbaux, et la CENI tient à rassurer qu'elle fera en sorte que tout cela se fasse de la façon la plus fiable possible. Oui, tout à fait. Déjà, il y a un candidat qui disait que l'annulation de Sincère violait le code électoral. C'est que ce candidat ne connaît pas le code électoral. Nulle part on a parlé de cette façon de compiler. C'est une proposition du gouvernement. À la CENI, aujourd'hui, nous sommes à l'heure du numérique et on veut s'adapter à ce qui se fait en Occident. Et permettez-moi encore de donner l'exemple des États-Unis, la dernière élection chez les démocrates dans l'Iowa. Mais ils ont eu du mal à proclamer les résultats. Pourquoi? Ils disent qu'il y a eu un problème informatique. Mais ici en Afrique, on a l'habitude de faire un comptage manuel, on prend, on envoie. Maintenant, on se dit, bon, on veut faire comme les Américains. Et si la CENI dit que le système est piraté, ça veut dire que les résultats que ce système va envoyer ne vont pas correspondre aux résultats qui devraient être acheminés normalement comme prévu par le code électoral, et qui vont donc des bureaux de vote vers les CELI, des bureaux de vote vers les CIA au niveau des ambassades, et eux ils envoient maintenant à la CENI pour proclamer. Donc c'est ce qui est prévu par les textes. C'est une innovation que le gouvernement et la CENI voulaient apporter avec Sincère. Et s'il y a problème de piratage, des problèmes beaucoup plus techniques, il vaut mieux ne pas. Parce qu'en 2010, il y en avait une autre technologie, c'était le VSAT. Mais quand le VSAT n'a pas fonctionné, les gens ont dit que c'était la fraude. Ils ont oublié la compilation manuelle, qui est cette compilation normale prévue par la loi, pour dire que si le VSAT n'a pas marché, c'est parce qu'il y a fraude. Ça veut dire que si demain, Sincère ne marche pas, on dira, ben c'est la fraude. Or, Sincère n'est pas prévu par le code électoral. Je crois que la technologie, la nouvelle technologie, c'est bien, mais quand ça peut créer des problèmes, il vaut mieux laisser ça de côté et faire des choses qu'on sait faire habituellement, faire la remontée à partir de PV. Eh bien, on va s'arrêter là. Nous allons faire un quelconque procès d'intention, qui que ce soit. Jacques, on va quand même terminer avec la profession de foi de Tchambakwa Yassor, qui devant la presse mardi dernier disait, je cite les propos de Tchambakwa Yassor, tels que Chronique de la semaine les rapporte: la CENI est prête pour administrer le scrutin et a publié les résultats tels que sortis des urnes. C'était un extrait authentique et originel de la part de... Non, moi je voulais revenir un peu, pas pour polémiquer, mais par rapport à Sincère. Oui. Je crois que c'est un truc qui sera sincère. Donc il fallait laisser jouer la sincérité par rapport à la... Et la CENI a trouvé que la sincérité justement était menacée. Voilà. Non. Vous savez, cette explication-là, à mon sens, est légère. Parce que celui qui est venu proposer le dispositif Sincère à la CENI, je crois que détient le brevet sur cette application-là. Donc, et si VSAC n'a pas travaillé, nous tous, nous savons ce qui s'est passé. Parce que l'expert en charge de VSAC
après le scrutin, s'est prononcé sur RFI. Et il a dit que son dispositif, et il n'y avait aucun problème avec son dispositif. C'est un commerçant, qu'est-ce que tu veux non, mais non. Est-ce qu'il doit accepter que son produit ne marche pas? Et tout ce qui se passe, tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut le dire, il faut reconnaître que le processus du début jusqu'à maintenant s'est bien passé dans son ensemble. Après les insuffisances relevées par les acteurs politiques, mais on constate que au fur et à mesure qu'on s'approche de la date fatidique, le 22, et il y a un flottement, et ça inquiète, ça ne rassure pas. On aurait pu laisser Sincère faire son travail. À ce niveau-là, j'ai une source qui nous informe que le dispositif Sincère a été annulé à cause de l'instabilité du réseau Togo cellulaire. Non, là c'est un technicien qui n'a rien à voir avec la CENI qui nous donne cette information, et ça rejoint justement ce que nous craignons, et que Liberté écrit aujourd'hui: menace de coupure d'internet pendant l'élection présidentielle, une coalition internationale interpelle le régime togolais. Déjà hier, internet ça rame beaucoup, pour ne pas dire que c'est beaucoup ralenti. Alors est-ce que le réseau internet va marcher demain et les jours à venir? Nous allons déposer nos yeux pour voir, comme nous aimons traduire ici un peu le lever dans le français. Eh bien, il est midi déjà, et nous allons nous ouvrir maintenant sur les auditeurs. 93.5 Canal FM. Bien, Thierry Afanouké, Jacques Jacouti, Germain Poulet, les auditeurs s'adressent déjà à vous. L'ami Didier, bonjour. Oui, bonjour, Sas, bonjour, monsieur Pouli, bonjour aux autres aussi. Là. Oui. Sas, vous oubliez que c'est dans ce pays qu'on est parti braquer même les Césars, le centre de compilation de l'UFC. Braquer, hein. La loi est permis de compiler, mais on est parti les braquer. Nous l'avons encore rappelé et condamné aujourd'hui. Oui, braquer, est-ce que la suite, ceux qui l'ont fait sont punis? Bon, moi seul, hein, je suis déjà content, trop content même de ce qui se passe dans ce pays. Je suis même content aujourd'hui, là, je suis tellement fier parce que le monde entier va voir la réalité de ce régime que nous vivons. Regardez, à quelques moments, qu'est-ce qui les pousse à annuler? Vous avez, même si Sincère proclame quelque chose qui n'est pas vrai, il y a les résultats physiques, non, qui vont attester, non. Pourquoi refuser? Bon, moi, et secondo aussi, ce qui m'étonne, je vois maintenant pourquoi le président de la République, là, il nague tous les journalistes, du Togo, là, il ne les considère pas, il les multiplie par zéro. Même en 17 ans, en 15 ans, il a un seul message avec eux. Je comprends. Quand je vois les analyses comme ça, je comprends pourquoi le type, il ne vous considère même pas. Je vous remercie beaucoup. Merci pour cette épique là que vous nous envoyez. Nous le recevons avec fair play, mais je vous prie de nous témoigner quand même la courtoisie à laquelle nous avons aussi droit. L'ami suivant, bonjour Monsieur Maglo. Bonjour, ça c'est... Je ne voudrais pas intervenir ce matin, mais vous le faites quand même. Je voudrais remercier Monsieur Fabrice. C'est bien lui qui a parlé d'intervention à RFI là, qui a rétabli une vérité. Je le remercie. Et parce que si j'interviens, vous allez encore indûment m'arracher le micro. Alors, je le remercie une fois. Et le reste, ça se comprend. Tout ce qui arrive aujourd'hui, on a compris. C'est tout ce que je voudrais dire. Ok. J'espère que vous-même, vous êtes compris. Parce que j'avoue que je ne vous ai pas trop compris, moi. Mais vous allez revenir, Monsieur Maglo, entre vous et moi. C'est une histoire d'amour ici au Club de la Presse. Le suivant, déjà... Oui, monsieur, c'est Dagabambi, c'est ça? Oui. Eh bien, nous vous écoutons. Grand frère, bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup. Oui. J'aimerais parler en vénancilaire. Oh, excusez-moi, le Club de la Presse se fait en français. Ah, grand frère. Ok, quand vous êtes un petit frère, je vous fais cette faveur-là. Allez-y rapidement. Oui, c'est... Ejodinam, nous sommes que Milo, Ejodinam, toi. Ndakbenami, Ndakbenami, Kolokuma Fata. Et grand frère Gognais qui vient à ses présents, Amérique Blonso, les campagnes en présent, les candidats. Et Ndakbombe,
nous sommes ignorés à quoi que nous avons d'assoimer, pas famille. Et résultat que là, toi, on a eu un ami qui pas famille. Et Américain va sortir mais sans coup du cœur. Voilà, Américain va sortir mais sans coup du doigt. La fausse appel là pour arrêter celui qui serait tenté de prendre urne. Ah, ok, merci. Eh bien, Jacques Le Peul et Germain Le Cabier, vous avez compris ce que notre ami a dit en hébreu éminent. on a compris. Merci beaucoup. En entendant Monsieur Maglo qui revient. J'avais souhaité, je suis revenu pour éclaircir. J'avoue que je ne vous ai pas bien compris là. Oui, M. Fabrice disait que, je ne sais quelle année, le VSAT, on nous disait que le VSAT est en panne, alors que le responsable a démenti cela sur RFI. Voilà. C'est pour ça que je le remercie beaucoup pour avoir rétabli cette vérité. Merci. Alors, je disais que cela doit nous faire comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez maintenant? J'essaie de vous suivre. Merci. Juste pour rappeler que c'est Thierry à Fanouké aujourd'hui. Ah, bon, peut-être c'est M. Thierry. Et moi, je le confonds avec l'autre. Merci. Donc, c'est pour ça. Parce qu'il y a des vérités que vous occultez, vous ne voulez pas. Nous n'occultons aucune vérité, la chose est tellement claire, ce qui se passe aujourd'hui, c'est tellement clair qu'il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Merci. En tout cas, nous vous donnons les éléments et vous faites la compilation des idées à votre niveau. Monsieur Kouglenou, bonjour. Bonjour, comment est-ce que vous allez? Ah, comment vous nous sentez? D'accord. Est-ce que vous croyez vraiment à la tenace par les unis au Togo? C'est une question que je suis en train de poser à tous vos confrères qui sont là-bas. Merci, Jacques. Est-ce que vous croyez vraiment à la tenace? Merci, Jacques. Vous répondez à notre ami? Nous allons à une élection demain. Et c'est une élection à deux tours. Je crois qu'on ne peut pas parier maintenant pour dire que nous n'allons pas croire à tel candidat ou que tel candidat va passer par rapport à l'autre. On attend d'abord les résultats. Prions Dieu pour que nous ayons la vie demain pour aller voter. Et c'est après ces élections-là que, bon, nous verrons celui qui va gagner. Mais dire sur les antennes qu'on ne croit pas ou on croit une alternance, le jeu n'est pas encore joué. Juste rappeler à M. Kouglenou que de Jean-Pierre Fabre à Dr Kouessan, en passant par Aimé Gogué, Aimé Gogué, Tchassona, Akoyome, et si je n'en oublie pas, tous les candidats se disent optimistes. D'aucuns disent même que demain, déjà à midi, ils seront élus. Je ne sais pas si ce n'est pas qu'ils croient à l'alternance par les unes. Nous recevons l'ami abonné. Bonjour. Oui, ça c'est bonjour. Oui. Bonjour au plateau. J'ai deux avis. Le premier avis, il me semble qu'il y a certaines analyses qui font tromper ou bien qui mettent notre gouvernement en erreur. Sur ce fait que nos frères qui sont à Togo, comme on leur doit, et que lorsque une entreprise est vendue, ça se vend avec les actifs et les passifs. Et que les Malgaches n'ont pas le droit de prendre seuls les actifs et laisser passer les passifs, ni les passifs pour laisser passer les actifs. Donc on doit pouvoir aider nos frères là à rentrer en fond de leur dédommagement. Deuxième chose, lorsqu'on dit une mairie aux États-Unis, un maire peut payer de sa propre poche, je pense que on incite ces mairies à faire la corruption, à faire les surfacturations, à créer des dépenses lorsqu'il faut les repayer. Donc le mieux, c'est de mettre les moyens à disposition de ces mairies qui ne puissent pas faire des surfacturations lors de leur paiement et les pousser vers la tentation. C'est ça le premier avis. Le second avis que j'aimerais émettre, c'est par rapport à l'observation. Nous connaissons la conclusion par des observateurs internationaux, régionaux qu'on nous envoie. Mais moi, j'aimerais inciter tous les Togolais citoyens à l'observation citoyenne. Moi, je sais ce qui s'est passé aux législatives, puisque j'y étais dans les bureaux de vote. Moi-même, j'ai vu ce qui s'est passé. Moi, j'y étais encore lorsqu'il y avait les élections locales. Moi-même, j'ai vu ce qui s'est passé. Et je peux dire valablement ce qui se passe.
Demain aussi, je serai encore, dès 6 heures, moi-même, je serai encore en tant que citoyen lambda pour voir ce qui se passe dans mon pays. J'incite tous les Togolais à laisser ces problèmes d'observateurs internationaux, quoi. Vous-même là, allez voir ce qui se passe. Comme ça, celui qui va gagner, vous pouvez témoigner que dans ma zone, effectivement, il a gagné avec des votes transparents. Il a gagné avec du fraude, il a gagné avec abonné, merci pour cette exhortation civique et citoyenne. Nous recevons Pelé, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Bon, moi, ma question, c'est, en vertu du quel pouvoir aussi le président Faure, c'est-à-dire, met en garde les gens. Parce qu'ils sont en compétition, non? Ils sont comme les autres. Il est comme les autres aussi. Est-ce que, quand il menace les gens maintenant, bon, je pense que l'alluration ne va pas. Vous voyez déjà, ce n'est pas bon. Il ne doit pas menacer les gens. Parce qu'ils sont en compétition, ils sont tous égaux. Je pense que M. Adboumé peut se lever maintenant pour menacer aussi les gens, ce n'est pas bon. Bon, de l'autre côté, ce qui se passe aujourd'hui, ça fait entendre que tous ceux qui disent que ce régime-là n'est pas arrivé au pouvoir par les urnes et ne veut pas quitter le pouvoir par les urnes. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, ça démontre qu'il veut toujours faire tout pour frauder encore les élections. Et c'est ce que le peuple togolais ne va pas accepter. Merci. Merci. Sans commentaire, Papa Sodine, bonjour. Bonjour. Oui. Oui, comme vous le sentez, c'est Papa Sodine, député motivé. Oui. Tout le monde cherche à la transparence de l'élection. Mais vraiment, on craint beaucoup. Puisque depuis hier nuit là, la connexion là, vraiment, ça ne passe pas. Mais qu'est-ce qui va se passer le jour de l'élection? Est-ce vraiment ce que les urnes ont donné, ça nous sera communiqué? Puisque vraiment, on craint beaucoup. Merci Jacques. J'ai lu au moins par 2 fois la profession de foi du président de la CENI. Et je reprends, la CENI est prête pour administrer le scrutin et a publié les résultats tels que sortis des urnes. C'est ce que M. Ayasso a dit, mais vous voulez écouter notre ami Papa Sodine qui dit craindre beaucoup. Non, je crois que il est assez âgé. En l'écoutant parler, je voulais seulement qu'il se rassure de ne pas avoir peur par rapport à demain ni le lendemain. Nous allons à une compétition et tous ceux qui sont candidats, c'est nos frères. Donc je ne vois pas pourquoi après l'élection, après la proclamation des résultats, qu'on puisse encore... Il a peur sur la fiabilité des résultats que la CENI... Non, c'est ce que je dis. Il ne faut pas qu'on puisse avoir peur par rapport à cette situation. Que les gens sortent d'abord pour voter. C'est ce qui est essentiel. Demain, prions pour que chacun puisse avoir la vie, la santé, qu'on puisse aller voter. Donc c'est ce qui est essentiel. Je crois que les doutes, les peurs ici et là, laissons ça de côté et que chacun aille voter demain avec son cœur. Nous prenons le président Ayassor au mot, mais Germain, c'est également important de rappeler que les candidats sont supposés disposer d'une logistique. Et s'ils ont l'ensemble de leur PV et qu'ils ne sont pas d'accord avec les résultats que la CENI proclamerait, ils ont toujours voie de recours devant la Cour constitutionnelle. Oui, mais en fait, quand on parle d'Internet, c'est pas Internet qui fait la crédibilité des élections. Les processus électoraux n'intègrent pas Internet dans la fiabilité. C'est un mode de transmission qu'on peut utiliser si la technologie le permet. Mais c'est le manuel, c'est le mécanique, c'est ce qu'on prend des urnes, on compte devant tout le monde. C'est pas une machine qui compte les bulletins de vote, c'est des hommes qui comptent. C'est ça qu'on met sur un PV et c'est ça qu'on compile. Donc tout le monde peut avoir son résultat. Donc moi je pense que sur la base de ces PV-là, on peut avoir matière à contester éventuellement. Généralement, quand l'opposition dit preuve et qu'il y a fraude, elle n'apporte jamais des PV contraires pour dire voilà les résultats, les vrais que nous avons et voilà les faux que vous avez proclamé. Et comme Thierry l'a dit, il faut souhaiter également que les états-majors des candidats ne soient pas pris d'assaut ou bien braqués, comme un auditeur l'a dit tantôt. L'ami Justin, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Saf. Oui. J'ai une question à poser, monsieur Jakouti. Monsieur Jakouti, bonjour, bonsoir. Bonjour. Bon, j'ai une question.
Allez-y, posez la question. Le Togo traverse un temps vraiment fort. Donc, quel est le rôle des chrétiens? Fort avec F-O-R-T ou bien fort avec F-O-U-R-E? Non, F-O-R-T. Ok, d'accord. Et non, F-A-U-R-E. D'accord. Le rôle des chrétiens. Ouais. Ok, d'accord. C'est ça ma question. Jacques Jacouti? Non, je crois que le rôle des chrétiens, vous savez, depuis le début de ce processus, dans toutes les églises, les paroisses, les chrétiens ont toujours prié. Et ce soir-là même encore, à partir de 21h jusqu'à 22h, il y a encore une prière. Donc, je crois que les chrétiens sont dans leur rôle, les chrétiens sont en train de prier, et il faut reconnaître que nul n'était effectivement les prières des chrétiens. Je crois que ce pays-là sera quelque part aujourd'hui. Mais la main de Dieu étant sur ce pays, les chrétiens jouent également leur rôle dans la prière, dans l'intercession, en demandant à Dieu d'agir dans ce pays. Et rappelez également que parmi les 7 candidats, il y a beaucoup de chrétiens, également musulmans. C'est des croyants quand même qui sont candidats. Chacun est supposé croire en son Dieu. C'est pourquoi ils sont candidats. L'ami Patrick, bonjour. Oui. Comment allez-vous? Comme vous nous écoutez. Très bien. Moi, j'interviens sur 2 points. Le premier point par rapport à la privatisation de Togocom. Moi, je pense que la privatisation de la communication est un précédent vraiment qu'on ne peut pas comprendre, parce que c'est incompréhensible que la communication soit privatisée. Je suis moi-même communicateur et je ne sais pas comment vous pouvez justifier cette communication, cette privatisation, pardon. Est-ce que vous pouvez nous aider un peu à comprendre? C'est pas nous qui avons privatisé Togocom. Nous-mêmes, nous avons fait beaucoup de débats là-dessus. Des confrères ont dit que la communication est un secteur stratégique et qu'on s'étonnait nous-mêmes que l'État ait choisi de privatiser ce secteur national. Peut-être qu'il faudrait poser la question à Mme Sina ou bien au gouvernement. Oui, bien sûr. Je crois qu'il faut qu'elle vienne vraiment s'expliquer par rapport à cette privatisation. Et puis parce que il vous souvient que même l'énergie, un secteur de l'énergie, la CET, a été privatisé et cela coûte aujourd'hui des milliards que le Togo doit payer suite à un procès que le Togo a perdu par rapport, n'est-ce pas, à cette privatisation. Nous sommes revenus à la CET parce que peut-être l'État s'était trompé, n'est-ce pas, en privatisant un secteur aussi stratégique que l'énergie. Donc la communication, c'est la même chose. Et on ne peut pas comprendre qu'on puisse privatiser la communication. Ça, c'est une mesure sans précédent. Ensuite, au sujet de l'accréditation, je crois que la CENI doit expliquer davantage, elle doit communiquer. Parce que sinon, pour un temps soit peu, nous rassurer. Merci à vous tous qui avez pu entrer en ligne. Eh bien, on va faire le point. Vous avez chacun 90 secondes. Thierry Afankoué, l'essentiel des interventions des auditeurs, on note quand même que ils voudraient être rassurés sur la crédibilité, la fiabilité des résultats qui seront sortis des urnes demain. Je crois que plusieurs fois vous avez cité le président Ayassou Chambakou. On attend de voir demain. Ils nous ont rassuré également qu'il y a eu le déploiement du matériel sur l'ensemble du territoire. Demain, je crois que les gens n'iront pas voter et puis il y aura encore tous ces problèmes techniques là, au point où les gens seront débordés. On espère que tout va bien se passer. Et puis, il y a une question sur laquelle je voulais revenir. Je crois un auditeur en a fait cas. C'est la réaction du chef de l'État, Faure Sozina Nyansingbe, sur ce qui se passait. Il faut faire la part des choses. C'est vrai, il est candidat, mais il est encore président de la République, en tout cas, jusqu'à la fin du processus électoral. Donc, il est toujours dans son rôle en faisant cette mise en garde. Si tel est que les informations dont il dispose et l'inquiétaient.
Donc, il faudrait que les gens puissent comprendre. En dehors du rôle de candidat, il est toujours président de la République. Pour preuve, vous allez voir que dans tout son accompagnement, dans tout le processus électoral, vous allez voir que son dispositif sécuritaire est toujours, voilà. Donc, faut faire la part des choses. Est différent, mais est totalement allégé. Voilà. Merci, Germain Pouli. Encore une fois, ceux qui nous ont appelés cherchent vraiment à être rassurés sur la crédibilité, la fiabilité de la fin de notre Non, je crois que s'il y avait crainte, il y a 6 candidats en face du candidat d'UNI. Et pour l'instant, il n'y a que Aguiome qui s'inquiète pour Sincère. Donc, les autres candidats sont sereins tout simplement parce qu'ils savent comment s'organise une élection. Et c'est au moment maintenant du dépouillement et de la transmission des vrais résultats sortis du dépouillement qui peut avoir problème. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de problème parce que on a laissé un mode de transmission qui n'est même pas prévu par la loi, qui est collé à la technologie et qui peut être défaillant parce que la CENI estime qu'il y a un risque élevé. Donc ça se fera comme ça se fait traditionnellement au cours des élections. Et après, si les candidats, après le vote demain, constatent des irrégularités, là, il y a moyen de s'inquiéter. Mais je pense que le Togo a réussi déjà 6 bonnes élections depuis 2007, c'est la 7e, donc on espère qu'on fera comme les autres, mais après l'issue du résultat, c'est pas parce que l'opposition n'aurait pas gagné qu'il n'y a pas de démocratie, parce qu'on confond alternance et démocratie. Tout à l'heure, quelqu'un disait si on pense que c'est avec les unis il y aura alternance, même s'il n'y a pas alternance, il y a démocratie, c'est-à-dire qu'on permet au peuple de s'exprimer. Maintenant, s'il y a alternance, ça veut dire que le peuple a changé de majorité, en tout cas a donné la majorité. Merci Jacques Djakouti. Je pense que il y a 2 attentes demain, les jours à venir. D'abord, que le réseau de la télécommunication soit vraiment marche bien, qu'on puisse continuer à téléphoner, à faire internet ici et là. Ça c'est de 2 également. Comme nous devrons seulement compter avec les procès-verbaux, il est à souhaiter que tous les candidats disposent d'une logistique pour assembler leurs procès-verbaux et que la sécurité n'aille pas braquer l'état-major d'un candidat quand il ferait compilation de ces procès-verbaux. Je crois que on construit toujours sur le passé. Et j'espère que, comme vous l'avez si bien dit, que aucun militaire, aucun policier, aucun gendarme ne puisse aller encore braquer comme les uns et les autres l'ont dit. Et je sais que cela ne se fera plus. Et ce qui est essentiel, est-ce que les Togolais, les Togolaises sortent demain massivement pour voter. Et que après avoir voté, ce qui est important, c'est que chacun reste calme jusqu'à la proclamation des résultats. Et nous osons croire, avec cette campagne civilisée auquel nous avons assisté, nous osons croire également que nous aurons également les résultats civilisés. C'est-à-dire les résultats où aucun Togolais ne sortira encore sur la route pour pouvoir se faire peut-être tuer, se faire blesser. Là, vraiment, c'est ma prière. Et j'ose croire que Dieu le fera pour chacun et chacune d'entre nous. La protection que nous avons eue au début de cette campagne, nous aurons cette même protection-là jusqu'à la fin, effectivement, des résultats. Merci. Pour clôturer, donc demain, nous irons voter en paix, la sécurité, la fausse paix là pour ça. Quel sera le taux de participation? On le verra demain en fin de journée. Et comme le président Tchambakou Ayasso s'y engage, il proclamera les résultats tels que sortis des urnes. Mais comme nous sommes des hommes et qu'il peut y avoir raison de douter que chaque candidat puisse disposer de la totalité des procès-verbaux des bureaux de vote, et si on a des raisons de ne pas être d'accord avec les résultats de la CENI, on pourra introduire des voies de recours, des recours devant la Cour constitutionnelle. Et pour terminer, je crois que c'est Gandhi ou Mandela qui a écrit demain quand nous irons voter, que nos choix reflètent beaucoup plus nos espoirs que nos peurs. Thierry Afankoué, votre carton de fin d'émission? Pas de carton, juste dire que lancer cet appel à tous les Togolais et à toutes les Togolaises détenteurs ou détentrices de cartes d'électeurs, que demain, ne restez pas à la maison, allez dans vos centres de vote
et accomplissez ce devoir civique-là. Et ne cherchez pas à perturber le déroulement du scrutin parce que nous ne voulons plus qu'on arrête des gens dans le cadre de cette élection. Mais ne restez pas à la maison parce que vous allez décider du devenir de ce pays pour les 5 prochaines années. Qu'on aille voter. Et comme un auditeur l'a dit, on vote, mais chacun doit se faire l'observateur de cette élection. Allez assister au dépouillement, comme ça on pourra dire, au moins dans ce bureau de vote, voici ce que j'ai regardé, voici ce que j'ai vu de mes propres yeux. Germain Pouli, votre carton? Le carton, il est vert pour les Togolais qui ont su s'offrir une bonne campagne électorale et on espère que le processus va se poursuivre dans cette même quiétude et que demain, donc le vote... demain aussi, ça sera vert. Jacques Jacouti? Je n'ai pas de carton, juste souhaiter une bonne élection à chaque Togolais, à chaque Togolaise et demander à Mme Sina Lonson de régler le problème de Togo Télécom. Notamment des employés licenciés. Régler ce problème-là, mais faire en sorte également que demain, nous puissions communiquer, faire Internet. Et après-demain. C'est-à-dire Internet n'est pas lié seulement aux élections, que tout le réseau soit vraiment fiable. Et puis, carton vert à cet opérateur qui offre ce travail d'emploi de sécurité aux jeunes gens dans les zones du port, de Baguida, d'Atiégou. Si on est candidat, on pourra en savoir davantage sur les numéros qu'on a communiqués. Le 90, 82, 82, 68. Eh bien, bonne journée électorale demain. Et comme nous allons survivre à cette élection, nous serons ici au studio du Club de la Presse le lundi. Ce sera le 24 février, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. Encore une fois, que nos choix demain reflètent nos espoirs et non nos peurs.